Vous voulez être le meilleur joueur de Donjons Dragons? Ben aujourd'hui, j'ai 5 conseils pour être un joueur bienveillant. Oui, hein, vous avez peut-être vu que j'ai fait une vidéo sur les maîtres de jeu bienveillants. Puis la bienveillance, en fait, c'est juste d'être un joueur positif. Puis tu sais, les joueurs de Donjons Dragons, c'est pas juste le maître de jeu, il y a aussi tous les autres bonhommes là, qui font les personnages, les joueurs, comme on appelle, les PJ. Donc, si vous êtes joueur de D&D et que vous venez chaque soir vivre une belle aventure et que vous pensez que tout ce que vous avez à faire, c'est d'être là avec votre feuille et vos dés, puis d'écouter le maître de jeu, ben peut-être que aujourd'hui, j'ai quelques petits conseils qui vont vous rendre un petit peu plus un élément positif dans le groupe. Fait qu'hésitez pas à envoyer ça à un joueur problématique en lui disant pas que c'est pour ça que vous y envoyez, mais là, il va voir ce bout-là, puis il va bien réaliser que c'est parce que c'est un joueur problématique. OK, Ben, ignore les dernières affaires que je viens de dire. Fait que la première chose que vous devez faire si vous voulez être un joueur bienveillant, c'est de créer un personnage qui est prêt pour l'aventure. Donc, de créer un personnage qui a envie de partir à l'aventure. Un personnage qui a qui a quelque chose de logique pour lui, de quitter sa maison, de quitter son champ et de partir explorer des donjons avec les autres joueurs. Parce que je sais que parfois, quand on joue à Donjons Dragons, on a un fantasme spécifique qu'on veut incarner. On veut être le loup solitaire, qui travaille seul et qui tue des gens dans le noir. Ou on veut faire un concept un peu étrange, on est un pâtissier. On est un pâtissier d'une petite pâtisserie, puis on a donc bien du fun à vendre nos petites chocolatines. Il va falloir trouver à ces concepts-là une accroche qui va faire que c'est logique pour ce personnage-là, malgré tout, de partir avec le groupe, qu'on n'aura pas à perdre une demi-heure ou une heure de la session à convaincre le pâtissier de laisser sa maison puis d'aller dans le donjon. Pour l'amour du ciel, pensez à ça avant la première session. C'est vraiment super important. Puis, même chose aussi pour justement ces fameux loups solitaires. C'est parfait si c'est le fantasme que vous voulez incarner, mais assurez-vous qu'il y a une raison logique de se retrouver avec le groupe et de travailler en équipe. On a envie de travailler tous ensemble. Alors pour les personnages qui sont super asociaux, qui détestent les autres, qui vont faire des mauvais coups, ou les fameux roublards qui volent les objets magiques des autres joueurs pendant leur sommeil, je vous dirais, c'est presque des concepts à éviter à 100%. Je le sais, des fois on a envie d'incarner ce personnage-là, mais il va vraiment falloir aussi activer notre imaginaire pour trouver des raisons pourquoi est-ce que le voleur va éviter de dépouiller ses amis. Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est parce qu'il veut cacher un peu ses tendances kleptomanes? Il va vraiment falloir travailler là-dessus parce que sinon, on va passer beaucoup de temps en jeu à justifier les démarches de votre personnage, de pourquoi est-ce qu'il lâche sa ferme, t'sais. Fait que c'est pas un cours d'acteur, OK? On n'est pas acteur studio. Votre personnage doit partir à l'aventure. C'est ça la prémisse du jeu. Fait qu'accrochez-vous à ça. Je l'ai mentionné, mais mon deuxième conseil, c'est vraiment de se souvenir que Donjons Dragons, c'est un jeu d'équipe. On veut tous jouer. On a tous pris notre samedi après-midi pour se déplacer chez vous, s'asseoir autour de la table, rouler des dés. Alors, oui, ça se peut que vous ayez un roublard qui a plus 37 en discrétion, puis ce serait tellement un bon plan que vous, en solitaire, allez vous infiltrer dans la forteresse pour aller voler le trésor puis régler le problème sans que le reste du groupe soit impliqué. C'est possible! Peut-être que cette idée-là va passer par votre tête au cours de la session. Vous êtes comme « Hey, je pourrais y aller tout seul, finalement! » Je vous dis pas de ne pas le faire. Il y a des groupes très matures qui sont capables de regarder un de leurs amis s'amuser pendant 1 heure ou 2 sans qu'eux soient impliqués. Mais règle générale, essayez toujours de faire des passes aux autres. Essayez toujours de tendre la main, d'impliquer les autres joueurs dans votre plan. Alors si vous êtes effectivement un personnage très charismatique,
puis que c'est de la négociation avec le roi, même si c'est pas mécaniquement optimal, demandez l'avis du barbare sur les négociations avec la Fédération de commerce. Ça va être drôle! Tendez la main, inventez-lui une fausse personnalité, faites-lui un costume. Il faut que tout le monde ait un rôle à jouer dans la scène. Il y a des exceptions, bien sûr, à ça. C'est pas une règle à appliquer partout, tout le temps, mais gardez en tête les autres joueurs autour de vous. Ça peut sembler un peu bizarre, mais des fois, on est tellement focus sur notre fiche de personnage, nos pouvoirs, qu'on oublie de se demander, mais qu'est-ce que les autres peuvent apporter aussi à mon plan? Essayez de suivre le plan qui va intégrer le plus de joueurs dans la discussion, dans le projet, dans le jeu. N'oubliez pas aussi que à peu près 50% de la cohérence de l'histoire et du monde dans lequel vous allez évoluer, bien, à peu près la moitié de la cohérence du monde repose sur vos épaules en tant que joueur. Parce que le maître de jeu, il est peut-être extrêmement talentueux pour faire des voix, créer des intrigues, faire des cartes, des rencontres originales. Mais si vous n'y croyez pas, personne autour de la table va y croire. Donc, supposons qu'il y a un personnage qui a la réputation d'être un assassin incroyable, ou si le roi vous invite à sa table, mais que tous les joueurs ridiculisent les personnages, n'écoutent pas ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas imprégné du sentiment de cet univers-là, on n'y croira pas. C'est tellement une classique, le fameux « le roi invite les joueurs à venir s'installer autour de la table », puis les joueurs, pas une seconde, respectent le roi, pas une seconde, respectent les gardes. Il arrive parfois aussi quand on joue pour la première fois, qu'on se demande hey, « pourquoi je respecterais le vendeur d'objets magiques? Moi, juste voler ses objets magiques. » Si vous ne respectez pas le monde, c'est impossible que tous ensemble, on crée un monde cohérent, intéressant, dans lequel on a le goût de jouer. Parfois, la campagne fait juste pout-pout, puis j'ai entendu des joueurs déjà dire « ben, mon maître de jeu était vraiment pas bon, la campagne a échoué, mais à peu près 50% du temps, c'est la faute des joueurs qui font n'importe quoi, puis qui ne respectent pas le monde qui est proposé par le maître de jeu. Vous pouvez faire des folies, OK? Vous avez le droit là, de faire des petites blagues au roi. Je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire, mais il va falloir quand même que vous travailliez en collaboration avec le maître de jeu pour faire vivre ces moments-là. Ayez pas peur de vous montrer vulnérable, d'accepter justement ces moments-là où vous avez peut-être peur pour vos amis. Si vous êtes juste comme, bah, je m'en fous qu'il meure mon personnage, anyway, genre, si vous créez cette barrière-là entre vous et les émotions qu'on peut vivre dans ce monde-là, que ce soit la crainte et le respect des grands mages ou que ce soit l'amour et l'amitié que vous éprouvez pour le reste de votre groupe, ben, la campagne fera juste pas de sens. Elle va pas décoller, elle va pas aller vous toucher. Fait qu'hésitez pas à juste, au moins, respecter vos collègues autour de vous, les autres joueurs. Puis, je ne veux pas vous forcer à vivre des émotions, mais au moins, si vous voulez vivre une expérience immersive, n'hésitez pas à travailler avec votre maître de jeu pour aller dans son sens. Et s'il vous dit que c'est vraiment un aspect tabou de la société, la magie, si un de vos amis parle de l'idée d'utiliser de la magie, vous pouvez aller dans ce sens-là pour faire de la magie, tu sais bien que c'est tabou. N'hésitez pas à construire avec votre maître de jeu pour renforcer les idées proposées. S'il vous invite à la table du roi, n'hésitez pas à y aller puis à jouer le « Oh mon Dieu, on est invité à la table du roi, il va falloir trouver des vêtements, il va falloir apprendre l'étiquette, c'est quoi la bonne cuillère? » Allez-y, dites oui, allez dans ce sens-là plutôt que de faire « C'est bien niaiseux, là. Moi je m'en fous du roi, moi je m'en fous d'eux autres, je travaille avec eux. » Tu sais, quand un personnage se fout de tout, ben c'est dur après ça pour les autres joueurs d'avoir de l'attachement pour ça. On est rapidement dans cette même attitude-là, puis c'est dommage. On est là pour créer un univers cohérent, une histoire auquel on va s'attacher. Soyez un spécialiste de votre champ d'expertise dans le jeu. Donc, par exemple, si vous êtes un mage, vous ne pouvez pas juste lire en diagonale ce que fait vos sorts ou comment fonctionne la magie dans ce système de jeu-là. Il va falloir s'impliquer un petit peu. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai joué à Everyday Heroes, qui est comme une espèce de version 5e édition à l'époque moderne. Puis il y a des mécaniques de chase, par exemple, de poursuite automobile. Il y a une mécanique de plan pour les personnages dotés d'intellect. Ben, il a fallu
que je m'intéresse au plan, que j'aille lire qu'est-ce que ça fait un plan. C'est quoi l'équivalent? Parce que les plans dans ce jeu-là sont un peu l'équivalent des sorts dans Donjon Dragon. Fait qu'il faut vraiment s'investir dans ces mécaniques-là parce que sinon, le pauvre maître de jeu se retrouve avec des surprises. À combien de fois à la table est-ce qu'un joueur a dit « OK, je lance ce sort-là, qu'est-ce qui arrive? » C'est non seulement une perte de temps pour tout le monde parce que là, il faut tout arrêter, il faut sortir les livres, il faut improviser une règle sur le fly. Fait que si vous avez l'intention d'utiliser une règle un peu funky, lisez-la correctement. Prenez le temps, si vous êtes un pilote de vaisseau spatial, d'au moins vous intéresser un peu aux grandes mécaniques de ce jeu-là concernant les combats de vaisseau. C'est vraiment important, puis ça va délester votre maître de jeu de ces responsabilités-là. Parce qu'au moins, vous allez être là pour l'appuyer en faisant comme « Ah, attends, moi je l'ai lu cette règle-là, parce que je savais que je l'utiliserais, c'est la spécialité de mon personnage. » Puis si vous ne voulez pas lire ces règles-là funky, ben essayez de faire le personnage le plus simple possible. Fait que demandez conseil à votre maître de jeu en faisant « Moi, je ne veux pas apprendre de sort, là. » Puis votre maître de jeu va peut-être pouvoir vous dire « Fais un guerrier, fais une classe martiale. » C'est beaucoup plus simple. Puis à ce moment-là, on a moins de mauvaises surprises comme maître de jeu. L'expérience est plus positive pour tous et toutes. Et finalement, mon ultime conseil, c'est de vous engager dans la session de jeu. Fait que oui, s'engager dans l'histoire puis dans ce que votre maître de jeu propose, c'est super, mais il faut être aussi présent puis à l'écoute à la table. Ça veut dire peut-être mettre son téléphone cellulaire de côté. Je le sais, des fois c'est dur, des fois on attend un appel important. Puis si vous ne pensez pas être capable de le faire, gardez-le dans votre sac à dos, gardez-le à la maison. I know, it's insane. Partir sans son téléphone, genre coucou! Mais si vous pensez que ça peut vous aider à vous consacrer entièrement à la partie, faites-le. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait une différence quand tous les joueurs ont leurs yeux posés sur le jeu, sur ce qui se passe. Prenez des notes. Ayez un petit calepin, écrivez le nom des autres personnages, le nom des personnages non-joueurs importants. Votre maître de jeu va penser que vous êtes le meilleur joueur du monde si vous prenez des notes. Encore mieux si 2 semaines plus tard, vous êtes comme « Ah oui, le maire de la ville s'appelle Monsieur Robert, je l'ai noté ici. » Votre maître de jeu va pleurer. Je vous le dis, là, vous allez le faire pleurer si vous souvenez du nom de ces personnages non-joueurs. Puis, hey, des petites affaires. Prenez l'initiative de faire « Hey, avez-vous des disponibilités pour jouer? » De prendre activement part à l'organisation de la partie ou même encore d'amener un sac de chips ou un sac de jujubes, des biscuits faits maison ou du pain aux bananes pour les autres joueurs. Vous n'avez pas idée à quel point ça va tout changer pour les autres participants à la session. Ils vont faire comme « Wow, ce joueur-là est vraiment bienveillant. Il a dû écouter une vidéo sur Internet et depuis, il est changé. » Mais oui, puis si vous aimez les vidéos qu'on fait Internet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a des nouvelles bougies qu'on a payé le gros prix. Et ça, si on peut se permettre de nouvelles bougies, c'est grâce à Patreon. Fait que si vous-même, vous voulez répandre la bienveillance dans le monde du jeu de rôle, n'hésitez pas à encourager A2Game sur notre Patreon, parce qu'on a toute une autre page où on parle de jeux de société, jeux de table en tout genre. Vous n'avez pas idée à quel point le jeu fait partie de nos vies. Fait que oui, allez voir notre Patreon. J'ai entre autres récemment fait 3 documents avec des objets magiques maison ou adaptés pour la 5e édition, et c'est disponible pour tous nos supporters. Fait que merci Internet d'être là. Puis n'hésitez pas à rayonner autour de vous, à respecter les autres joueurs et surtout à ne pas voler les autres. Je dis ça, je dis rien, là. Je vise personne. Hein, Ben?